sous lourde, angoisse palpable. Les secondes s'égrènent, si courtes et si longues. Tic-tac, implacable. Un artiste s'avance, prêt à se faire cuisiner les ombres. Installe-toi, ami du jeudi soir. Ce spectacle est pour toi. Bienvenue, ami du jeudi soir. Tant que tu n'es pas un dogme, tu n'as rien à craindre, sinon d'entrer dans un univers de colère, peint en noir sur fond noir, comme si les hommes dans leur furie ne savaient plus que feindre, nourrir leur haine de leur loi jusqu'à l'aberration, et tout ce que nous haïssons, ami du jeudi soir. Sois le bienvenu en cet asile illusoire, comme une parenthèse enragée, le poing fermé dans un mur de son. Écoute la bonne parole de l'insoutenable à la corrette. Welcome my Thursday night friend, cause all dogmas we hate, all dogmas we hate. Bonsoir. Et bonsoir. Salut, ça va? Eh ben écoute, ça va très bien. Dis-moi, d'habitude je pose toujours la même question. Qu'est-ce que tu fous dans ma radio? Mais là ça va être long, mais vas-y, explique-toi. Qu'est-ce que c'est que All Dogmas We Hate et pourquoi? Qu'est-ce que c'est que le Dogmas We Hate? Bah écoute, c'est un groupe metalcore progressif, deathcore et un peu toutes ces étiquettes en fait qu'on colle partout. Moi je l'aime pas trop et en fait on n'aime pas vraiment les étiquettes en fait parce que dans le métal il y en a trop. Donc on dit bêtement qu'on fait du métal en fait quoi, tout simplement quoi. Ok, moi j'ai compris dancecore, hein, tu m'excuseras, mais j'aime bien. Ouais, donc, ça marche aussi, une fois qu'on est sur scène, ça se passe un peu comme ça en fait, ouais. On va pas en rester là, j'allais dire on va rester là, mais sûrement pas. On va déjà, j'ai envie de jouer déjà un petit jeu des 7 différences par rapport au All Dogmas We Hate qu'on avait reçu il y a, si je me trompe pas, environ 2 ans pour l'album Back to Reality. Qu'est-ce qui s'est passé depuis, tiens? Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Plus le même chanteur, plus le même batteur. Plein de petits trucs comme ça, il y a eu un EP entre temps, il y a eu des dates, il y a eu plein de petites choses comme ça quoi. Et au niveau, on reparlera de ces histoires de line-up, hein, promis, on y reviendra. Mais avant, dis-moi plutôt comment dire ça, le fond de la pensée de Dogmas We Hate. Qu'est-ce qui a évolué, on va dire, en vous? Est-ce qu'on est passé, est-ce qu'on peut parler d'album de la maturité? C'est un petit peu ce qu'on a voulu, ouais, en fait. Dans le sens, surtout déjà, dans le temps de composition qu'on a mis sur ce deuxième album, qui a été beaucoup plus long. C'est-à-dire que le premier, en fait, on s'est rencontrés, quelques mois plus tard, l'album sortait. Dans celui-là, on a vraiment pris le temps de chercher à faire les choses bien, en fait. Entre guillemets, plus abouties, quoi. Et mission accomplie ou pas? Pardon? Mission accomplie, à ton avis, ou pas? Bah pour certains oui, pour certains autres non. En fait, il y en a qui ont préféré le premier album, d'autres qui préfèrent le second, d'autres qui sont à fond sur les deux en même temps. Donc après, nous à notre sens, mission accomplie, oui effectivement. Maintenant après, à chacun de se faire son opinion quoi. Et justement, on va revenir, tiens, tu m'as parlé tout à l'heure de quelques changements de line-up. Et la question que je vais te poser déjà, c'est comment on intègre, quand on a déjà un groupe qui a déjà sa personnalité, il y a un album qui a quand même fait un peu de bruit. Back to Reality est un vrai album, c'est pas ce qu'on appelle une démo pour préparer des concerts, quoi. Il y avait vraiment un travail, une identité All Dogmas We Hate déjà installée. Et comment on recrute des icônes quand on a déjà cette personnalité-là? Comment ça se passe? Alors pour ça, nous ce qu'on fait tout simplement, c'est qu'on poste des annonces quoi. On poste des annonces sur un petit peu tous les réseaux sociaux en fait pour musiciens. Donc où on peut justement aller chercher un batteur ou aller chercher un bassiste ou aller chercher des conseils pour une production, n'importe quoi. On pose des annonces comme ça, on attend d'avoir des réponses. Quand il y en a, on essaie de rencontrer la personne. On voit déjà si humainement le contact se fait correctement, si ça se passe bien quoi. Et puis si déjà à ce niveau-là ça roule, en général après on commence à lui transmettre quelques morceaux, voir comment il peut les jouer avec nous et on voit. Et pour revenir justement, parce qu'on va quand même y venir à ce Human Wrath, comment tu le définirais, pas forcément en opposition à Back to Reality, mais en général, comment en quelques mots, on va dire simples, tu définirais Human Wrath? Human Wrath, pour le définir, en fait il y a tout dans le titre quoi déjà. Tout simplement en fait, on a voulu vraiment exprimer en fait la colère humaine qui monte un petit peu partout, hein. Tu le vois à la télé, tu l'entends à la radio, tout le plus ou moins le peuple moyen et un petit peu tout le monde en fait en gros qui se sent dans cette société actuellement et partout et à tous les niveaux en fait quoi, qui sent qu'en fait bêtement ce qu'on lui met dans la tête, ce qu'on lui montre tous les jours machin, c'est pas du tout ce que lui il pense, c'est pas du tout ce qui devrait être logiquement quoi. Et donc c'est un petit peu ça qu'on avait dans la tête et dans les tripes quand on l'a écrit, quand on l'a composé.
On va envoyer le titre, mais il n'est pas parti. Donc, bah tiens, tu vas me parler de Ten Feet Tall Terror. Tu vas pas me parler de Ten Feet Tall Terror. Tu vas me parler de quoi alors? Je comprends rien. C'est le texte, c'est une catastrophe. On envoie le morceau. On envoie Ten Feet Tall Terror. On en parle après alors, puisque c'est comme ça. Of this, you're beside.
10 Fatal Terror, issu de l'album Human Wrath. Although est en interview avec nous. Et Fab, si je me trompe pas, qui répond à ma question, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, t'as vu pile poil dedans. À la guitare rythmique. Alors, espèce de guitariste rythmique, j'adore cette idée d'ailleurs de marquer sur la présentation guitare lead. Moi, j'avais pas revu ça depuis les Guns N' Roses, je trouve ça génial. Quelle idée? Quelle idée de présenter ça comme ça? Ouais, ça veut dire que tu n'as pas le droit de faire de solo. C'est pas que j'ai pas le droit, c'est qu'on a défini chacun nos postes en fait, tout simplement quoi. C'est Silver qui avait le lead jusqu'à maintenant, et à mon avis jusqu'à la fin du groupe, autant que lui sera à la guitare. C'est lui qui fait les leads en fait, tout simplement parce qu'il a un niveau qui est bien meilleur que le mien aussi quoi. Et toi, tu es le humble, c'est joli ça. Non, je te brasse, mais tu crois que je te brasse, mais en fait, je suis pas très méchant parce que là, j'ai passé la parole à un camarade professeur pour être précis, qui lui est très méchant, qui va te donner une espèce d'abord de définition de ta musique et ensuite, faudra que tu te débrouilles pour répondre à ces questions qui vont être très compliquées. Donc, en fait, la parole est au professeur. Alors, j'ai 3 choses à dire. D'abord, non, pas merci Serge. Salut à toi Fab. Et j'aimerais bien que mes comparses, Julien Doubs l'américain et Serge dit le barbare, cessent de m'appeler méchant parce qu'en fait je suis dans le fond très gentil, très peace and love, très tchous. Et moi par contre. Attends, c'est pas une biographie du prof qu'on a demandé, c'est une analyse de Dogma's Weight. Merci. Que j'aime bien parce que c'est une façon de mettre en place un début d'analyse, vois-tu, c'est les étiquettes justement. Et je sais que tu n'aimes pas, et que généralement c'est vrai que les groupes n'aiment pas beaucoup parce que c'est un petit peu catalogué, pas dans des cases qui rentrent pas complètement. Et l'affaire on en invente plein parce que pour Dogma's Weight, sans réfléchir, on avait dit metal, deathcore, mélodique, gent, progressif avec une pointe de heavy metal, mais ça c'est juste pour le plaisir de dire heavy parce qu'en fait non. Et pourquoi pas un peu de trash aussi derrière. Bref, je résumerai ça parce qu'il faut toujours résumer à ce qu'on pourrait appeler un métal très moderne. Et justement, la grande différence avec Back to Reality, c'est que Human Wrath est vraiment dans son temps. Est-ce que c'est une chose qui est pensée et voulue comme ça par le groupe? Alors en fait, ça tient à un truc tout simple. En fait, c'est que Back to Reality a été composé dans sa grande majorité, pour on va dire 99%, c'était composé tout par Silver en fait. Donc avec une seule personne, un seul type d'influence. Dans Human Wrath, par contre, on était 3 à composer. Donc là, forcément, il y a des influences qui sont beaucoup plus variées, beaucoup plus larges. Donc ça fait aussi peut-être que la variété du coup de ce qui a été apporté dans cet album est déjà plus grande. Et si je devais donner un point commun aux différentes influences sans les cataloguer, parce que ce serait chiant, pénible, t'aurais pas forcément envie de répondre à tout ça, mais ce serait un côté métal, je pense, qui est évident en permanence, un côté mélodique aussi, parce que même si cet album est peut-être moins mélodique que Back to Reality, je dirais que parfois il l'est plus, tellement il l'est en permanence. Est-ce que là encore, c'est quelque chose qui est assez moderne, qui correspond bien au courant actuel, mais qui sent quand même le trait personnel chez Dogma's Weight? Le but du jeu c'était ça justement, donc c'était de faire quelque chose qui soit plus personnel parce que on a reçu beaucoup de critiques qu'on avait vues comme constructives. Hein. On a reçu beaucoup de critiques qui disaient justement c'est dommage parce que ce qu'ils font c'est très bien, c'est maîtrisé, etc. Simplement ça ressemble un peu trop à tout ce qui se fait déjà. Donc on attend d'eux sur un prochain opus certainement qu'ils nous fassent quelque chose de plus personnel. C'est ce qu'on a voulu faire en fait avec ce deuxième album. D'accord, donc c'est vraiment le côté allez on va faire quelque chose à nous. Et c'est carrément réussi les gars. Ça je peux pas tellement poser de questions là-dessus, c'est net. Et si je devais définir cette personnalité, ce qui est jamais facile, tu t'en doutes bien, et il se peut que je me trompe complètement, mais moi ce que je voyais chez Dogma's Weight, c'est une espèce de contradiction permanente. Parce que d'un côté il y a des influences qui sont encore là, qui sont encore nettes. On disait des étiquettes, on peut citer des groupes, mais toujours est-il qu'ils sont là, et il y a une façon de juxtaposer, de les mettre en opposition les uns aux autres, qui fait pour moi la personnalité du groupe. Ce côté violent et mélodique en même temps, ce côté rageur et lyrique, ce côté aussi très complexe et très simple en même temps. Est-ce que c'est vraiment ce côté on va partir dans tous les sens en restant nous-mêmes? Est-ce que c'est vraiment ce que vous avez voulu travailler? On n'a pas cherché spécialement à partir dans tous les sens, mais ce qu'on aime bien se dire déjà entre nous, c'est que entre guillemets, on n'aime pas baisser la culotte pour faire de la musique en fait. Donc en gros, on essaye vraiment de faire ce que nous on aime avant tout et de le proposer aux gens. Si après ça plaît, c'est parfait. Si ça plaît pas, nous c'est pas grave, on fait quand même que ce qu'on aime. Donc le but du jeu, justement, avant tout, c'est de faire ce que nous on aime et c'est un petit peu comme ça qu'on crée notre griffe, notre marque de fabrique. Il y a une petite contradiction dans ce que tu viens de dire, parce que tu as commencé tout à l'heure par dire que si vous aviez choisi de prendre une direction plus mélodique, c'est ça que tu as dit, prof ?
Plus Bénédicte et plus personnel aussi. Plus personnel. C'était surtout c'était notamment suite aux critiques que vous aviez eues de Back to Reality et là tu me dis de manière un peu plus consensuelle, si tu me permets de le dire comme ça, que vous vous foutez de la vie des autres. Et au final, qu'est-ce qui motive vraiment Old Dogma's We Hate? Qu'est-ce qui vous... Parce que faire ce qu'on veut, à la rigueur, autant rester chez soi. Donc à quel moment, je veux dire, on prend Old Dogma's We Hate prend sa consistance, si tu veux? Old Dogma's We Hate, c'est quand même avant tout faire ce que nous on aime, quoi, tout simplement. Donc après, quand je te dis on a reçu des critiques, machin, j'ai aussi souligné que c'était constructif. Donc c'était un moyen quelque part pour nous de se dire, de toute manière, on va pas reposer sur nos acquis. Ce qu'on a fait au premier lieu, ça a plu, ça pourrait plaire plus. On s'est dit, on va continuer à faire ce que nous on aime, en cherchant à mettre un petit peu, écouter un petit peu ce qu'on nous dit quand même. Je veux dire, après, faire ce que nous on aime, ça veut pas dire rester coincé dans nos acquis, hein. Et d'un point de vue plus technique, je vais arrêter de te brasser parce que tu vas finir par t'énerver. D'un point de vue plus technique, on va dire plus pratique, comment ça se met en place ça dans le groupe? Est-ce qu'on arrive, on se met autour de la table, on dit attends, là ça serait bien de chercher, ou c'est bien vraiment sur la construction des morceaux dès leur naissance? Alors ça, j'ai envie de te dire, c'est plus au fur et à mesure que ça se fait. C'est-à-dire que notre méthode de composition, c'est peut-être pas non plus on fait un truc et puis il faudrait qu'on le calcule comme ça, etc. Enfin si, mais pas tout à fait. Dans le sens où en fait on travaille chacun de notre côté un petit peu et on se soumet chacun. C'est-à-dire moi je vais écrire un truc aujourd'hui, je vais le soumettre aux autres. Et ils vont me donner eux leur avis là-dessus en fait. Donc en fait, en fonction de ce que eux ils vont me dire, en fait, je vais savoir si ce que j'ai fait c'est valable, c'est utilisable, ou si ça vaut rien du tout. Auquel cas, je le supprime et je recommence. D'accord. Et à quel moment naît un morceau de Dogma's We Hate, excuse-moi. C'est au moment où l'un des icônes, donc tu m'as dit toi, Silver, je pense encore pas mal, arrive avec un squelette déjà construit, où il y a vraiment où c'est vraiment la partie arrangement en groupe qui va donner l'identité de chaque morceau. L'identité du morceau, en règle générale, c'est quand même Silver qui va la donner à la fin. La touche finale, l'arrangement final, en général, c'est lui qui le fait. C'est un petit peu le maître d'œuvre du groupe, hein, comme il l'a toujours été depuis le début. Mais en gros, chacun des compositeurs en fait peut venir proposer un truc qui sera complet déjà et qui va plaire à tout le monde. Nous, comme je te dis, en fait, on fonctionne. On propose un truc, ça plaît, on garde. Si c'est entier et définitif déjà et que ça plaît déjà, on le garde comme c'est. Éventuellement, on va le jouer un petit peu entre nous, etc. On va trouver des petites améliorations à apporter. Mais en règle générale, sinon, c'est vraiment, on écrit chacun nos trucs. On se dit c'est utilisable ou pas, auquel cas on continue. Et une fois qu'on aboutit quasiment le morceau, une fois qu'on a 99%, après on a Silver qui vient derrière et qui met le petit coup de pinceau final en fait pour rendre le truc vraiment avec l'identité du groupe. Justement, au-delà du morceau lui-même, qui ont toute leur personnalité, leur structure, leur proposition propre, il y a quand même un côté Human Wrath en permanence. On a presque l'impression que l'album est construit, conçu, pensé comme une œuvre à part entière, avec, on va dire, 12 chapitres plutôt que des rangs, des morceaux séparés. C'est un petit peu le but, effectivement, ouais. C'est-à-dire qu'on se fixe une ligne directrice, un thème général, avec plusieurs sous-branches, entre guillemets. Et en fait, en fonction de ça, on va écrire la musique, on va écrire les paroles, et on va monter doucement l'arbre comme ça jusqu'à l'œuvre finale. Dark light to me.
Outrageous Freak, toujours, ou Freak, pardon, All Dogmas We Hate, issu de l'album Human Wrath, et toujours Fab pour répondre à nos questions, si tu le permets, Fab. On va s'orienter un petit peu plus sur l'aspect chant de All Dogmas We Hate. Alors déjà, le chant en lui-même, hein, l'organe de l'affaire, c'est qui? Parce que je suis pas sûr d'être à jour dans ma fiche. Alors c'est Mick. Mick, c'est le nouveau chanteur qui est déjà présent sur l'album. Voilà. Non, pas, attends, sur celui-là, si, pardon. Je dis n'importe quoi. Voilà, donc c'est le chanteur depuis Human Wrath et encore en activité. Ouais. Ok. Ouais, il est arrivé court en 2013. Et bon, je vais faire le même jeu que tout à l'heure. J'ai d'abord passé la parole au prof, il va faire un bout d'analyse si t'en as envie, à moins que tu aies envie de parler de toi encore, hein, tu le dis. Non, j'en ai marre qu'on dise que je suis méchant, c'est tout. Je veux pas qu'on dise que je suis méchant parce que je suis, si, mais pas tout le temps. Non, parler de Mike, il y a plein de choses à dire sur Mike en plus. C'est presque une arme absolue ce garçon. Pour qualifier son chant, je dirais qu'il est à la fois très spontané, il y a un côté rageur, presque punk si vous voyez où je veux en venir dans son façon d'attaquer. Et en même temps, il y a un côté composé. Le chant est un instrument comme les autres qui sert à amener ce jeu d'ambiance contrasté et à la fois planante et très violente qui caractérise et All Dogmas We Hate et particulièrement cet album. Et Mike se coule dedans, mais à se demander si c'est le chanteur que vous allez chercher ou si c'est lui qui vous cherchait, quoi. Eh ben, on est tombé dessus un petit peu par hasard, quoi, en fait. Encore une fois, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on cherchait quelqu'un, quoi. On cherchait quelqu'un, on a posé des annonces, on l'a rencontré, on a fait un essai avec lui et on s'est dit, ce mec-là, ça vaut la peine, on le garde avec nous et on le garde longtemps, quoi. Et d'autant plus pour les chanteurs que pour n'importe quel autre zikos dans un groupe de métal, il y a deux manières de chercher un chanteur quand on n'a plus le précédent. C'est soit on cherche un entre guillemets imitateur du précédent, ou alors on va chercher carrément différent. Là, vous cherchez quoi et vous avez trouvé quoi? Alors, notre façon de voir les choses, c'est qu'on sait que chacun est plus ou moins unique à sa manière, en fait. Donc, on se disait pas, il nous faut quelqu'un qui soit capable de faire comme ce qu'on avait avant, parce que ça, c'est compliqué aussi. Ça rendrait la tâche encore plus difficile avant de trouver quelqu'un. Donc, on cherchait quelqu'un qui soit capable de tenir le poste, qui soit capable de faire les choses correctement, donc de trouver ses textes, de s'intégrer dans les compositions et de tenir son rôle de frontman sur scène, quoi. Ce que Mike fait à la perfection, quoi. Moi, je vais d'abord me concentrer sur ce côté s'intégrer dans la musique parce que c'est vrai que c'est impressionnant. L'image que j'en avais, qu'on parlait un petit peu avec Serge quand on a préparé cette interview, c'est vraiment cette image du cygne qui se pose sur un lac. C'est vraiment, il est parfaitement à sa place. À croire qu'il connaît votre musique, mais il vous connaît avant même de vous entendre. Ou alors c'est vous le connaissez, ou alors c'est composé ensemble, je ne sais pas. Mais il y a un travail de composition au-delà même du chant lui-même, la composition de la ligne vocale qui demande, je pense, qui a demandé beaucoup de travail. Alors je sais pas si vraiment ça lui a demandé beaucoup de travail. J'étais pas là exactement quand il a travaillé sur ses textes, hein. Simplement, il s'est posé effectivement très rapidement. Très rapidement sur les compositions qui étaient faites, en fait. C'est-à-dire que nous on écrit la musique et lui après il vient avec ses textes, il se dit tiens, là ce serait bien comme ça, là ce serait mieux comme ça, ce refrain on peut le rallonger, ou ce couplet là et ça correspond pas, etc. Et donc c'est lui qui s'est posé dessus, en fait, en nous donnant après derrière des directives peut-être pour modifier légèrement, en fait, quoi. Mais on n'a pas eu grand chose à faire pour que lui s'intègre sans problème sur les compositions qui étaient déjà faites, quoi. Oui, et justement, All Dogmas We Hate, c'est vous, et le chanteur, c'est lui. Et le chant, c'est vraiment quelque chose de très personnel, mais en même temps, un groupe a une âme. Et est-ce que vous avez décidé de lui laisser carte blanche, ou est-ce que vous êtes intervenu aussi dans la façon d'écrire, autant dans les mots que dans les lignes vocales? Dans les lignes vocales, c'était son taf. C'est-à-dire qu'on estime que chacun a son travail à fournir. Moi en tant que rythmique, Silver en tant que lead, le batteur en tant que batteur, etc. Et donc le chanteur en tant que chanteur aussi. Donc c'est à lui de trouver sa ligne de voix. Ensuite, on lui a quand même donné aussi quelques mots-clés, entre guillemets, pour qu'il puisse savoir aussi dans quel axe se fixer pour écrire ses textes. Et puis il y a aussi ce côté, je sais, est-ce que ça vient de vous, est-ce que ça vient de lui, ce côté, on arrive à faire beaucoup de mélodies, on a un chant qui est hurlé en permanence mais qui reste mélodique, sans jamais s'embarrasser de ce chant clair qui pourtant était présent dans le metalcore avant, qui a tendance à disparaître et qui en tout cas, vous en voulez pas, c'est vous qui n'en voulez pas, c'est lui qui n'en veut pas, ou mais c'est une question complètement stupide, professeur, on met pas de chant clair dans ce genre de musique. C'est pas une question stupide, professeur. Non, Merci. c'est tout à fait justifié comme question, parce qu'effectivement, dans le metalcore qu'on a pu trouver quelques années en arrière, effectivement, s'il n'y avait pas de voix claire, on se disait putain, mais c'est quoi ce metalcore, il est bizarre. Nous, c'est que bêtement, de façon plus qu'arbitraire, on n'aime pas la voix claire, en fait, dans le métal. On se dit, le métal, c'est censé être violent, c'est censé être brutal, c'est massif.
pourquoi il y a de la voix claire là-dedans. Alors il y a des groupes qui le font très très bien, mais nous on n'aime pas ça. Nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit agressif en fait du début à la fin, et c'est pour ça qu'il a ce type de voix, et c'est pour ça que ça ralentit jamais en termes de, il crie tout le temps. Mais voilà, encore une opposition. Il est pas là pour raconter des jolies choses en fait. D'accord, ouais, justement, qu'est-ce qu'il raconte? De quoi il parle, notre ami Mike? Il parle d'un petit peu tout ce qui peut faire justement la colère humaine actuellement en fait quoi. Donc il y a un côté. Thèmes, tu vas avoir des tueurs en série, les militaires désarmés, les gourous, la nature elle-même qui finit par s'énerver parce que l'humain fait n'importe quoi sur Terre. Donc en fait, on pourrait considérer cet album comme un concept album autour de la colère, mais sans vraiment que les titres soient liés entre eux au niveau des histoires, mais on va dire un thème général, quoi. Le fil conducteur, c'est ça, c'est la colère naissante en fait à cause de tout ce qui se passe en fait actuellement, et plus ou moins à tous les niveaux en fait. Et cette envie, ce coup de gueule, je dirais, ça vient de l'ensemble du groupe, ça vient de Mike qui a proposé ça en écrivant ses textes, ou comment ça s'est Je pense que le nom du groupe peut donner une piste, mais. Et ben voilà, il vient de le dire en fait. Le nom du groupe donne déjà une piste. Donc après, effectivement, on voulait continuer à rester là-dedans quand même, dans le sens où on dénonce un petit peu, quoi. Hein. Le but du jeu, c'est quand même d'être cohérent par rapport à ce qu'on fait, par rapport à comment on s'appelle. On va pas dire bonjour, on s'appelle Old Dog Mas Juliet et dire merci Jésus, bienvenue notre ami, quoi. Sans dire qu'on l'aime pas non plus, mais quelque part, on est censé quand même sortir quelque chose de cohérent avec le nom qu'on porte. Et donc le message qu'on veut faire passer, en gros, même s'il n'y a pas vraiment d'envie d'endoctriner les gens dans une façon de voir les choses, tu vois, je veux dire, ce serait complètement à l'encontre de ce que nous on pense. Mais globalement, voilà, on se donne un fil conducteur dans ce thème-là, et puis après, on voit où ça nous mène, quoi, on se laisse porter. Mais alors tiens, justement, même question qu'on aurait pu poser si on avait eu l'occasion de le faire à Aubry Noir par exemple. Si demain l'homme arrête d'être un loup pour l'homme, si on commence à s'aimer les uns les autres, à partager les richesses, à faire attention à la nature, est-ce que Old Dog Mas Juliet arrête immédiatement de jouer? C'est pas dit que ça va arrêter immédiatement, on aura peut-être encore des trucs à dire, parce que mine de rien, l'être humain il reste sournois quand même. Ouais, il pourrait cacher son jeu et tendre une fleur la main droite et quand je planche un couteau. Il l'a déjà montré à maintes et maintes reprises, donc je pense qu'on aurait encore quelques années devant nous en fait. Non, moi ce que je note dans tout ce que tu dis, c'est qu'il y a quand même une vraie importance de donner au message dans Old Dog Mas Juliet, et c'est là qu'arrive ce fameux paradoxe de la langue, c'est que vous jouez essentiellement sur des scènes françaises et le public a souvent du mal à comprendre les paroles. Comment c'est vécu ça par le groupe? Nous, on se pose pas vraiment de questions par rapport à ça. Est-ce que les gens comprennent effectivement ou pas ce qu'on dit? De toute manière, en règle générale, après, ils ont le CD dans les mains, les paroles sont dedans. On va dire qu'une majorité de gens qui écoutent du métal comprennent au moins globalement un petit peu l'anglais, quoi, même de loin, tu vois. Donc après, si on fait ça en anglais, le but du jeu, c'est de pouvoir s'exporter quand même et de toucher un public encore plus large à l'étranger. Jusqu'à maintenant, on joue surtout en France parce qu'on n'estime pas avoir suffisamment d'importance en fait pour exiger de s'exporter. Mais le but final, en fait, c'est quand même d'arriver à sortir de l'Hexagone en fait pour aller jouer ailleurs aussi, quoi.
Voilà, c'était donc toujours All Dogmas We Hate de Rockofolita Radio. The Rockofolly, issu de l'album Human Drive for Dogmas We Hate, et toujours Fab pour répondre aux questions. Et Fab, si tu permets, je vais revenir un petit peu sur ce que tu m'as dit au tout début de cette entrevue, quand je t'ai demandé le ressenti que vous aviez par rapport à Human Drive, et que tu m'as parlé aussi un petit peu du ressenti des gens autour de vous. Je vais revenir un peu là-dessus, sachant que ça, comment a été reçu l'album, tiens, autant par les, on va dire, par les chroniqueurs du web ou des fanzines que par vos fans. Et ben justement, ce qui en est ressorti, c'est cette maturité qu'on y a apportée en fait par rapport au premier album. Et c'est le maître mot en gros. Enfin, s'il y a un mot qu'on peut ressortir en fait des différentes chroniques qu'on a reçues, c'était ça quoi. Et ça correspond à ce que vous ressentez aussi. À ce qu'on a voulu surtout, oui. Et la question qui suit, c'est qu'est-ce qu'il y a après la maturité ? Qu'est-ce qu'il y a après la maturité ? C'est une excellente question. On verra ça. On y reviendra. Peut-être qu'ils vont se renommer All Dogmas We Love et ils vont passer la cinquantaine, voter à droite et s'installer, fumer des cigares et s'installer dans des fauteuils, qui sait, ils vont peut-être en arriver là. C'est ça la maturité aussi. Quelle horreur. C'est pas dit. C'est pas dit. Méfie-toi, on en parle dans 20 ans, camarade. On va continuer à parler un petit peu du Human Drive avant de parler de l'avenir. Et justement, est-ce que je peux m'autoriser, si ça te dérange pas, et rester dans mon rôle donc de professeur, à animer moi-même une petite rapide chronique en fait pour comparer les deux albums. Je dirais que Human Drive a gagné par rapport à Bacteriology beaucoup en finesse de composition, en personnalité, bon certes. En finesse en général, le côté progressif est beaucoup plus net. Par contre, je dirais qu'il est un peu perdu en efficacité, en spontanéité, en rage pure. C'est ce qui est pas mal ressorti aussi justement. C'est ce qu'on nous a dit, qu'il est moins bourrin en fait de A à Z en fait qu'on a eu sur le premier album. Et qu'est-ce que tu en penses toi, en réécoutant les deux ? Est-ce que tu arrives à les écouter tes albums ? Je suis d'accord. Ah bah bien sûr, et je me régale à les écouter toujours. Heureusement que j'aime ce que je fais. Sinon, je serais peut-être plus dans le groupe déjà.
Maintenant, pour la comparaison entre les deux, effectivement, on sent quand même une baisse de violence, hein. Même si la volonté y est toujours et que la violence y est toujours, avec un aspect un petit peu différent en fait, quoi. On va dire que le premier, c'est vraiment une locomotive. Dans le second, la locomotive, elle a ralenti, mais il y a plus de wagons derrière. Et c'est un mouvement qui va continuer dans ce sens-là, ou vous pensez pour revenir en arrière là-dessus, ou est-ce que c'est pas encore vraiment décidé ça non plus? Forte chance qu'on garde les wagons, mais qu'on mette un peu de plutonium dans la locomotive, donc que ça re-accélère à nouveau, quoi. Et tout ça c'est bien joli, mais il y a toujours une question qu'on se pose quand on parle à un groupe de métal avec une musique quand même, tu pourras pas me contredire là-dessus, plutôt technique, assez complexe à jouer. Je pense qu'au bout de 3 ans de répète, tu dois avoir un petit peu mal aux doigts quand même. Comment ça se passe sur scène à ce niveau-là? Comment ça se passe sur scène? Échauffement avant, le plus possible, et étirement après. Non, la question est plus précise si tu veux, c'est que quand on fait une musique assez complexe à jouer comme celle-là, hein, sur scène il y a un peu deux solutions. Soit on reproduit l'album et on propose un show très précis, mais peut-être un petit peu entre guillemets studio, soit on envoie le pâté comme des bœufs et au détriment de la technique. Quel est le choix de Dogma's We Hate? Dogma's We Hate, en fait, on essaye au plus possible d'allier les deux, en fait, de rester le plus propre possible en mettant le plus de show possible au passage. C'est super difficile, entre guillemets, mais le but du jeu, c'est quand même d'en donner en fait au public, quoi. Le public, ce qu'il vient chercher, c'est ça. C'est la musique qu'il connaît, qu'il a déjà entendue, le plus souvent, on espère en tout cas, et en plus d'avoir un show qui soit efficace. Et le public justement, qu'est-ce que c'est comme public? Parce que depuis tout à l'heure on parle de metalcore, et le metalcore est une scène qui est quand même très large parce qu'elle commence à avoir un certain âge. Si on prend les débuts avec Machine Head et des fans de plus de 30 ans avec pas beaucoup de cheveux et des jeans serrés, ou les fans beaucoup plus jeunes qui eux se promènent en baggy avec des coupes ridicules, c'est quoi qu'il y a devant toi quand tu joues? Ça a été un petit peu varié quand même, hein. On a vu pas mal de publics, pas tous différents, mais on voit un petit peu de tous les âges en fait, quoi, hein. Du relativement jeune au très vieux déjà, et du mec très stylé justement, émo, blabla et toutes ces conneries là, gothique machin, au mec qui a l'air de le gars normal que tu vas croiser dans la rue en fait, quoi. Et la fanbase, s'il y a une fanbase de Dogma's We Hate, elle est toujours présente, ça suit quand même, malgré les évolutions qui restent quand même dans la même veine, hein. Je pense pas qu'il y ait un gouffre non plus entre Back to Reality et Human Race. Il y a une évolution, quoi, une maturation, pour revenir sur le mot qu'on a dit tout à l'heure. La fanbase, c'est plus ou moins toujours la même, ouais, effectivement, hein, toujours les mêmes amis qui nous suivent sur chaque concert, des nouveaux qui arrivent sur des concerts en fait où c'est la première fois qu'ils viennent, du coup ils reviennent au suivant, des gens qui nous connaissent depuis longtemps par les albums en fait et qui sont jamais venus. Il y en a qui font plus de 150 bornes pour venir nous voir, et plus encore, quoi. Et justement à ce propos de venir vous voir, admettons il y a des mecs qui nous écoutent qui sont jamais allés voir Old Dogma's We Hate puis qui se disent ça serait bien d'y aller, où c'est qu'ils doivent aller? Est-ce qu'il y a déjà des dates de prévues là dans les médias ou... Alors là dans les médias en fait on est dans le processus de composition d'un 3e album, donc là tout de suite on n'a pas de nouvelle date prévue avant 2016. D'accord, nouvel album, fallait pas dire ça parce que maintenant il y a le prof qui va se lâcher là, il va plus te lâcher. D'abord il y a un côté, comme vous disiez, qui est assez surprenant parce qu'on a un premier album en 2011, un second qui arrive 3 ans plus tard, et là on a à peine commencé à tourner le nouveau qu'on est déjà en train de composer le suivant. C'est qu'on voulait accélérer, ou s'il y avait trop d'idées que pour faire un seul album et qu'on a déjà le deuxième quasiment dans les cartons? C'est pas tellement ça, c'est qu'on s'est dit pourquoi on va se freiner si on a déjà les idées et que les compos arrivent, quoi. Et donc parle-nous-en, parce que tu nous as vaguement fait comprendre que ça allait rester aussi... Il a dit plutonium, hein, moi j'ai retenu surtout ça. Aussi, on va dire pour résumer, hein, si tu permets, aussi mélodique et composé que Human Wrath, mais avec la vitesse de Back to Reality. Est-ce que tu peux nous en dire plus de détails, plus de surprises? Est-ce qu'il va y avoir des... est-ce qu'il y aura des surprises? C'est nous les journalistes, on adore les surprises. T'aimerais bien ou pas? Parce qu'en fait le truc c'est que non, je vais pas t'en dire plus en fait. Il va falloir attendre un petit peu que ça sorte. Et pour le moment je te dis on est encore dans la composition musicale. Là on a décidé d'adopter un autre mode de fonctionnement. Donc on va écrire toute la musique et se fixer après quel thème ça nous inspire. Mais là pour le moment on écrit de la musique. D'accord, vraiment. Et justement, tiens, on va quand même essayer de creuser un petit peu, parce que quand on écrit de la musique, on a un état d'esprit. Et si tu veux définir ton état d'esprit en quelques mots, au moment de composer cette musique, tu dirais quoi? Maturité brutale, mais brutale au possible en fait. C'est en ça qu'on essaie de revenir un petit peu aux racines un petit peu du premier album. Mais toujours maturité et on tâche de rester dans l'air du temps aussi, quoi.
Et il y a toujours cette volonté, tu m'as enlevé les mots de la bouche, de rester dans cet esprit plutôt moderne, donc de suivre un petit peu l'évolution aussi du métal actuel. Vous restez connecté au monde du métal contemporain, on va dire, suivre un petit peu toutes les évolutions qui se passent, soit aux States ou en France ou un peu partout ailleurs. Voilà. Et c'est comme ça en fait un petit peu qu'on prend notre évolution aussi, quoi, justement. Mais moi je dis que tout ceci c'est très intéressant certes, mais c'est pas le plus important. Il y a une question que tout le monde entier et surtout Doobs se pose: est-ce qu'enfin ce 3e album Silver sera à poil? Ah, est-ce qu'il sera à poil? Ça on sait pas trop. Pour le moment on sait pas trop, il va falloir qu'on demande à ses parents s'ils sont d'accord. C'est très dogma ça, demander à ses parents, dis donc. Ça fait vachement maturité aussi. Ça c'est quand même la moindre des choses. C'est vrai. Mais on sait pas trop, on va voir. On va voir. Non, et l'autre question que je voulais te poser aussi, c'est pour revenir à ce que tu nous as dit juste avant qu'on envoie Thanksgiving tout à l'heure. Tu nous as parlé de, pour l'instant, on est humble, on reste en France, mais l'objectif c'est bien sûr l'international. Est-ce que c'est un rêve, un doux rêve de Zikos entre eux, ou il y a quand même déjà des projets, des plans qui se mettent en place? On n'a pas de projet précis, c'est-à-dire de contact particulier qui nous disent oui c'est bon sans problème, continue comme ça machin, puis dans tant de temps exactement tu pourras venir par ici. Mais on a plus ou moins quand même l'ambition d'y arriver, on sait plus ou moins comment s'y prendre. Donc on va continuer à travailler très fort de notre côté, continuer à grossir un petit peu ici, et puis quand on se sentira suffisamment fort pour s'exporter, là on commencera à chercher à le faire, et ça devrait pas être trop compliqué de trouver les contacts pour y arriver. Parce qu'on sait que Human Wrath a été plutôt bien reçu en France, même carrément bien reçu. Est-ce que tu sais s'il y a des retours à l'étranger, même proches, en Belgique ou en Allemagne ou en Suisse, ou carrément en Angleterre, ou pourquoi pas en rêver aux États-Unis? Oh, il y a eu des retours, oui, qui étaient plutôt pas trop mal. On a eu Daily Rock, non ça c'est en France, pardon, je dis une bêtise. Two Guys Review Metal, ou Metal Reviews, qui ont trouvé ça plutôt bon et qui en gros disent qu'il faut qu'on continue comme ça si on veut continuer à s'inscrire dans un mainstream metal, quoi. Et quel est ça plaît, quoi. Ah, carrément. Quel est le rêve, on va dire, au final de Dogma's Way? Est-ce qu'il y a un but d'aller jusqu'à la professionnalisation? On pense notamment à des groupes comme Gojira ou même Dagoba. Est-ce qu'il y a le rêve d'aller jusqu'à ce niveau-là, ou on est surtout dans le plaisir de faire de la musique? En fait, j'entends ce que tu me dis. Dans ce que tu me dis, j'entends professionnalisation. Et donc, du coup, je réponds à ta question par une autre question. Quel musicien n'a pas envie de vivre de sa musique? J'en connais beaucoup, mais c'est pas toi à moi de répondre à ta question. Non, pour moi, il y a deux manières de voir la musique. Il y a le pur loisir, on va dire le violon d'Ingres pour faire cultiver. Et puis il y a l'objectif d'en vivre. Quand je dis en vivre, c'est pas simplement gagner du pognon avec, c'est vraiment en faire son métier, son activité à plein temps, quitte à faire les sacrifices qui vont avec aussi, quoi. C'est carrément un autre choix de vie, quoi. Après, là, pour le moment, on n'est pas en train de se dire il faut absolument qu'on arrive à devenir pro, etc. Si ça se fait un jour, ça se fera, et ce sera avec le plus grand plaisir du monde qu'on le fera tous, on jouera le jeu. Maintenant, pour le moment, écoute, on fait ce qu'on aime, voilà. Et quelle vision t'as d'ailleurs de la scène, qu'elle soit nationale ou même internationale du metalcore? Est-ce que tu vois justement un certain avenir, justement une place à se faire, ou si tu penses comme j'entends souvent d'ailleurs un peu partout, surtout en France, qu'il n'y a plus de place pour le rock sur la scène média internationale? Je saurais pas dire. Après, ça dépend un petit peu de l'appréciation des gens qui font cette scène justement. Donc j'ai pas envie de me dire j'ai une place dessus, il faut que je cours pour l'avoir, etc. J'ai envie de me dire plutôt je continue à faire ce que j'ai, et autant un jour il y aura une place pour moi, tout simplement. Et juste avant de conclure, et plus concrètement, est-ce que Old Dogma's Way, donc tu nous dis il y a un nouvel album qui arrive, donc tu as vaguement parlé de 2016, je veux m'accrocher à cette année-là. Est-ce qu'il y a autre chose, je sais pas, est-ce qu'il y a de la vidéo de prévue, est-ce qu'il y a du clip qui doit arriver, oui. Il y a un clip qui doit arriver. C'est pas encore défini exactement de quand ça va arriver, mais il va venir en fait. On va donner un second souffle en fait encore à ce deuxième album. On va le faire continuer un maximum, histoire de le remonter encore un petit peu avant de sortir le troisième. Mais là, pour le moment, il n'y a pas plus d'infos à propos de ce clip, justement. On garde la surprise. Écoute, le mieux, c'est qu'on reste à l'écoute. J'ai envie de dire à tous les dames que nous haïssons, merci à toi, Fab. À très très bientôt, j'espère, pour parler de tout ça. Ciao, Fab. Merci. À bientôt. Merci.
society to change mentality, control the population, to defeat direction. Superhuman, invisible, unbreakable, avoidable to your brain. You're a fucking killing machine. You're